Et maintenant, je passe à d'abord Géraldine André. Géraldine André, qui est chercheuse à l'Université de Liège, qui est sociologue et qui a fait une thèse toute récente sur les conseils de classe. Donc, elle a eu l'occasion de voir beaucoup de conseils de classe et a fait toute une étude sur le fonctionnement des conseils de classe. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais un peu situer le contexte de mon propos. L'année dernière, l'association de parents luttant contre l'échec scolaire a fait part de son souhait dans la presse belge d'ouvrir le conseil de classe aux parents et aux élèves par le biais de représentants. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de réactions dans le milieu enseignant, beaucoup d'opposition. Et moi, j'ai essayé de comprendre en fait, pourquoi il y avait tant d'opposition à cette ouverture que nos voisins français connaissent par ailleurs depuis les années 80. Donc, quelles en sont les implications de cette ouverture et les enjeux ? Alors, pour apporter donc, des éléments de réponse à ces questions, je propose d'apporter un éclairage qui est issu de ma thèse de doctorat, que j'ai terminée assez récemment. Et en fait, le thème général de ma thèse, c'était une analyse du processus d'orientation vers l'enseignement professionnel. Et donc, j'ai dans ma thèse aussi bien analysé le rôle des enseignants que des jeunes, que des familles dans ce processus. Et donc cette thèse de doctorat m'a conduite à analyser une centaine de conseils de classe. Donc, j'ai participé à une centaine de conseils de classe pour comprendre le rôle des enseignants dans le processus d'orientation. Alors, mon exposé, il sera structuré en 2 temps. Dans un premier temps, je voudrais essayer à partir de mes éléments empiriques, à partir de mes données, comprendre pourquoi il y a tant de craintes parmi les enseignants par rapport à la présence de parents et d'élèves dans les conseils de classe. Et deuxièmement, toujours en fonction de mes éléments, donc de mes résultats d'enquête, j'essaierai de souligner les bénéfices pourtant d'une telle ouverture. Alors premièrement, en fait, mes enquêtes montrent que le conseil de classe n'est pas un lieu serein. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, le conseil de classe, il est traversé par une pluralité de logiques de décision, donc des régimes de décision. C'est comme ça que j'appelle ça dans ma thèse. Premièrement, on a la logique marchande. Alors, il faut savoir qu'en communauté française de Belgique, le financement des établissements scolaires varie en fonction du nombre d'élèves. Et donc, par conséquent, dans les conseils de classe, la logique marchande sous-tend les décisions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, dans certains établissements dans lesquels j'ai observé des conseils de classe, les enseignants craignaient d'attribuer une attestation de réorientation, donc on appelle ça une AOB. Ils avaient peur donc d'attribuer une AOB parce que ça mettait en péril les ressources de leur établissement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'établissement. Donc un élève qui avait plutôt des compétences manuelles, on lui donnait pas une attestation de réorientation pour le garder dans l'enseignement général, c'est-à-dire dans l'établissement. Deuxièmement, donc la logique marchande n'est pas la seule à structurer les conseils de classe. On a aussi ce que j'ai appelé la logique du renom. C'est-à-dire que les enseignants craignent de prendre des décisions qui vont mettre en péril la réputation de leur établissement. Par exemple, on va attribuer une attestation de réorientation à des élèves qu'on considère perturbants, qui mettent en péril la réputation de l'établissement. Donc, dans un établissement qui ne présente que de l'enseignement général, on va étant donné qu'on trouve qu'il perturbe un peu l'école, on va lui donner une attestation de réorientation vers l'enseignement technique ou professionnel que ne comporte pas l'établissement et qui ne convient pas du tout à l'élève. Autre logique, donc c'est clair que la logique marchande et la logique du renom structurent les conseils de classe, mais il y a aussi d'autres logiques. La logique démocratique, c'est-à-dire favoriser des élèves qui ont certaines difficultés scolaires, par le biais d'aide et de soutien pédagogique. Mais aussi ce que j'ai appelé la logique différentialiste, qui favorise des prises de décision sur la base des spécificités propres à chaque élève. Donc, si vous voulez, ces différentes logiques, ce sont des régimes de décision qui structurent les conseils de classe et qui en fait, il y en a plusieurs, et cela conduit à des débats
et ce n'est pas toujours facile pour les enseignants de trouver un compromis entre toutes ces logiques de décision. Et il me semble donc une des raisons qui explique leur crainte à l'arrivée des parents et des élèves dans le cadre des conseils de classe, c'est que ça complexifie encore plus la prise de décision, c'est introduire d'autres logiques. Alors, deuxième crainte de l'ouverture, c'est que donc il y a une pluralité de logiques, mais aussi parce qu'il y a une pluralité d'acteurs. Dans le cadre des conseils de classe, il n'y a pas que les enseignants. Il y a les enseignants, mais il y a aussi les directeurs, il y a aussi les assistants sociaux des centres psychomédico-sociaux, il y a aussi les psychologues des centres psychomédico-sociaux. Et donc cette pluralité d'acteurs entraîne une pluralité de logiques. Et donc je pense que les enseignants craignent que introduire des acteurs supplémentaires risque encore plus de complexifier les prises de décision. Troisième raison qui explique leur crainte, c'est que cela risque de mettre à mal leur autonomie, qui est un élément clé quand même de l'identité enseignante, et mettre en péril aussi leur légitimité. Et en fait, introduire des représentants d'élèves et de parents renforce en fait un processus qui est en cours depuis le décret mission, même si on a l'impression que les parents et les élèves ne sont pas présents dans les conseils de classe en communauté française de Belgique. Il y a quand même toutes sortes de décisions qui ont été prises au niveau politique depuis le décret mission qui visent quand même à donner du pouvoir aux parents et aux élèves. Donc ça, c'est les craintes. Donc deuxième grand point, néanmoins, même si les enseignants ont beaucoup de craintes par rapport à cette ouverture, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices. On pourrait en tirer beaucoup de bénéfices. Donc ouvrir les conseils de classe aux parents et aux élèves par le biais de représentants est pour moi beaucoup plus positif que négatif. Alors pourquoi je dis ça? J'avance ça toujours sur la base de mes éléments d'enquête. J'avance ça parce qu'il faut savoir que mes enquêtes, elles montrent qu'un grand nombre de décisions dans les conseils de classe reposent sur des critères implicites. Ce que j'ai appelé dans ma thèse de doctorat des données voilées, en référence à des travaux très anciens, mais donc j'ai repris cette notion. Donc il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur des données voilées, implicites. Donc les enseignants qui prennent des décisions ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils établissent des décisions sur ces données. C'est pour ça que je les appelle des données voilées. Et il s'agit de l'origine sociale et de la culture d'établissement. Je dis données voilées parce que c'est vraiment implicite, c'est non conscient. Les acteurs, donc les enseignants, les psychologues, etc., dans les centres PMS, des centres PMS, dans les conseils de classe, ils établissent en effet leur évaluation et leurs décisions, autant sur les performances scolaires qu'en se référant à la manière d'être, au langage, aux attitudes du corps et à la culture de leurs élèves que de leurs parents. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est une part de l'évaluation que j'ai observée dans tous les conseils de classe et ça renvoie vraiment à l'origine sociale et ça s'opère à partir de la connaissance que les acteurs institutionnels ont de leur école, de son image et de sa culture. Alors, je vais partir d'un élément, les âmes sensibles s'abstenir, mais voilà, c'est une illustration d'un conseil de classe. Et je pense qu'en fait, dans tous les établissements, il y a des décisions qui sont prises de cette manière-là. Donc comme ça, vous allez un peu mieux comprendre les données voilées. Donc il y a une titulaire qui s'exclame à propos d'une jeune fille qui vient des milieux populaires. Donc mes enquêtes, moi j'ai toujours été vérifier l'origine sociale des élèves. Donc à propos d'une jeune fille de classe populaire qui est assez volubile, qui apprécie se déplacer en classe et dont les parents ont choisi l'établissement en raison de logiques localistes et familialistes, c'est-à-dire parce que l'école était proche du domicile. Donc, ce qui, pour les enseignants, n'est pas nécessairement un critère de choix des plus pertinents. La titulaire, elle est en échec partout. Le sous-directeur souligne l'orientation scolaire suggérée à la famille depuis peu. On lui conseille la 3e professionnelle vente. La professeure de gymnastique s'oppose au conseil donc, de réorientation, puisque cela implique que cet élève reste dans l'établissement, alors qu'elle considère que cet élève a un profil pour un établissement entièrement qualifiant. Elle s'écrit, donc, cette professeure, la voix chargée de préjugés sociaux, mais elle, cette 3e coiffure à Sainte-Marie, tous les jours, elle est là avec son petit miroir. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout lié aux performances scolaires.
Mais on n'est pas à Sainte-Marie ici, donc c'est lié donc à la représentation que les enseignants ont de leur établissement, donc ici, et ça, elle ne l'a pas encore vraiment compris, mais bon, de toute façon, elle est renvoyée. Les enseignants donc adressent une AOB dans une option que ne comporte pas l'établissement scolaire. J'ai assisté à énormément de décisions qui sont prises comme ça. Alors il n'y a pas que cette logique-là, mais en tout cas, et ça c'est largement implicite. Donc les enseignants n'en ont pas nécessairement conscience. Alors un peu plus tard, le titulaire commente les résultats d'un élève dont les parents sont pharmaciens. Et impliqué, donc c'est moi qui ai été chaque fois rechercher les origines sociales des élèves et qui rencontrait les familles, donc dont les parents sont pharmaciens et sont très impliqués dans la scolarité de leur enfant. J est en échec partout, mais je ne comprends pas car il a une de ses cultures générales. Donc c'est pas lié à ses notes scolaires. Hein. Le professeur de français souligne à nouveau son rapport à l'école et son comportement en classe comme des éléments particulièrement positifs. Mais c'est vrai qu'il est très intéressant, très agréable et vaillant avec ça. Donc cet élève-là, il a exactement la même moyenne que l'élève précédente. Hein. Et donc vous voyez, ce n'est pas du tout les notes qui sont prises en question. Là, on prend vraiment l'attitude, la personnalité et finalement le rapport, enfin la famille aussi. Alors, le professeur de mathématiques propose un traitement particulier pour cet élève tout aussi particulier. Donc pour l'élève dont les parents sont pharmaciens. Il faut le sauver. Le coordinateur approuve tout en rappelant le nombre d'échecs très élevé. Oui, mais il a énormément d'échecs avec ça. Alors, l'agent des centres psychomédico-sociaux apporte au soulagement de tous une assise d'ordre psychologique au traitement de faveur. Démarche qu'elle n'a pas fait pour l'élève précédent, qui était donc plutôt issu donc des milieux populaires. Mais c'est vrai que c'est un garçon en manque par rapport à sa sœur. Il y a un manque affectif, il n'a pas de reconnaissance de ses parents. Le coordinateur abonde dans le sens de l'agent PMS en soulignant une autre circonstance atténuante. Bon, ce n'est pas un cas désespéré, il faut l'aider, c'est vrai que c'est une mauvaise classe, le pauvre, il faut sauver les dégâts. Ce qui n'avait pas été fait du tout pour l'élève précédente. Mais ne faisons quand même pas un traitement de faveur, disent les enseignants, enfin le coordinateur. Et le professeur de français alors apporte sa contribution pour justifier une orientation plus favorable à l'élève. Après un abus de calcul, il souligne une différence dans les résultats. Bon, de 3 élèves, j'ai un peu coupé mon exemple pour ne pas être trop longue. Donc, dans les résultats des 2 élèves, en les percevant d'une manière distincte de celle qui avait été annoncée au départ. Donc, au départ, c'était à partir des moyennes. Donc, on avait annoncé au début des conseils de classe que les élèves on prenait des décisions sur la base des moyennes. Mais là, pour justifier le traitement particulier pour cet élève tout particulier, eh bien, on change la manière finalement de décider de décider. Donc, l'enseignant dit qu'il y a une nette différence avec l'élève précédente, même si tous les deux ont des échecs partout. Si on additionne le résultat, eh bien, J avait plus de points que lui. Donc, il faut voir l'exemple complet, mais en fait, ils ont changé ce qui avait été annoncé au départ. Alors, la légitimité du traitement distinct étant acceptée par l'ensemble des enseignants, le titulaire suggère des modalités bien spécifiques pour aider cet élève tout particulier. On pourrait le mettre en confiance par un examen oral. L'élève précédent, bien sûr, n'a pas eu du tout un examen oral. Ces modalités sont approuvées par l'ensemble des enseignants. Donc, si vous voulez, les décisions, là, dans cet exemple, sont vraiment prises sur les attitudes du corps de l'élève, la culture familiale, etc. Et bien sûr, en défaveur des élèves qui viennent de milieux moins favorisés, donc en sciences sociales, on va dire, donc les classes populaires. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas... fustiger les enseignants parce qu'ils le font. Je pense qu'en fait, tout le monde évalue de manière un peu implicite, sans s'en rendre compte. Mais je pense que justement, ce qui pourrait aider les enseignants, les acteurs donc de l'école à ne plus prendre de décisions qui renforcent les inégalités en cours dans la société, c'est que si on introduit des acteurs extérieurs à l'école, ça leur permettrait d'expliciter des critères de décision, donc des critères dont ils n'ont pas toujours conscience. Ils seraient un peu contraints de les expliciter et aussi eux-mêmes de les objectiver. À condition, bien sûr, ce que je disais dans la presse, à condition que les parents qui représentent l'ensemble des parents et les élèves et les représentants d'élèves reflètent la diversité des parents et des élèves. Parce que mes enquêtes montrent qu'en fait, les conseils de classe sont influencés par les parents.
même s'ils ne sont pas présents dans les conseils de classe, ils sont influencés par les parents, mais en général, les parents qui sont issus des couches sociales supérieures, donc les classes moyennes, et particulièrement les franges supérieures des classes moyennes. Deuxième bénéfice de l'ouverture, en fait, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'enseignants qui éprouvent beaucoup de tensions et questionnements moraux par rapport à cette charge de prendre des décisions pour des jeunes. Et je pense qu'introduire donc des représentants de parents et d'élèves dans le cadre des conseils des classes pourrait contribuer à un peu apaiser ces questionnements moraux. Donc je disais au début, le conseil de classe n'est pas du tout en lieu serein, justement parce que de plus en plus d'enseignants considèrent que prendre des décisions pour les jeunes, c'est le sale boulot. Et qu'ils sont beaucoup fustigés d'ailleurs pour ça. Donc je pense qu'on peut raisonnablement faire l'hypothèse que l'ouverture des conseils de classe perturberait moins qu'on ne le pense le modus operandi donc des conseils de classe qui sont par ailleurs déjà plus ouverts qu'autrefois. Contrairement à une idée préconçue, elle pourrait donc apaiser le fonctionnement des conseils de classe. Cependant, je pense que cette ouverture et la nécessité qu'elle reflète la diversité sociale se posent des moyens, du temps et un véritable travail, mais elle s'avère essentielle dans une société démocratique. Alors, pour en savoir plus, parce que j'étais très rapide, en fait, il y a, donc je suis en train de publier ma thèse de doctorat. Il y a, elle paraît donc ce sera entre janvier et avril 2012, donc aux presses universités de France dans la collection Éducation et Société. Et il y a plus ou moins 100 pages qui sont consacrées à l'analyse des conseils de classe. Il y a énormément d'exemples, d'éléments empiriques. Et si vous voulez en savoir plus immédiatement, et pas nécessairement acheter le livre, eh bien, il y a un texte, Les tensions du jugement professoral, qui est online, donc qui est en ligne, pardon, dans la revue Éducation et Formation. C'est un numéro sur les inégalités scolaires et les processus de relégation qui vient de sortir. C'est un numéro qui est vraiment en phase avec le thème du colloque aujourd'hui, qui porte vraiment sur toutes les blessures liées au processus de relégation parmi les élèves, etc. Et donc il est online, c'est gratuit, donc c'est... Voilà. Et il y a plein d'éléments empiriques, beaucoup de cas. Voilà. Merci, je vous remercie de votre attention.